Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui à la Bresse et c'est pour vous proposer une randonnée autour de cette ville en partant des environs de Grosse-Pierre et de la forêt de Noirgoutte et puis redescendant la montagne, traversant la ville et remontant de l'autre côté pour aller vers la Roche de Minuit, le lac des Corbeaux, et puis on verra au fur et à mesure du déroulement de la journée la tournure que prendra la randonnée. Voilà. Alors pour l'instant je suis sur ma première étape, vous voyez le temps est absolument magnifique, un grand ciel bleu avec le soleil levant, et je suis à la tête de Chemenot, donc qui est au-dessus de la Bresse, un petit peu plus loin que le col de Grosse-Pierre, vers le col de la Braillotte. Et c'est un lieu chargé de mémoire. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo sur la piquante pierre du Maquis. Et ici c'est aussi un lieu qui est rattaché à cette histoire, puisque vous avez derrière moi une stèle avec le drapeau français. Et cette stèle rappelle la bataille qui s'est déroulée ici le 16 septembre 1944, où les Allemands montèrent à l'assaut du Maquis qui se trouvait sur cet éperon rocheux et qui fit 14 victimes parmi les maquisards, dont les noms sont mentionnés sur cette stèle. Voilà, donc un petit point pour pas oublier ceux qui se sont battus pour des idéaux de liberté dans ces lieux montagneux et difficiles. Voilà, ce petit point historique étant fait, je vous propose maintenant de débuter cette randonnée et de me suivre sur les chemins de ce magnifique massif vosgien. Au pied de la roche se trouve le carré des résistants qui sont tombés ici le 16 septembre. Et donc on quitte cet endroit, ce promontoire, ce très joli point de vue sur la ville de la Bresse et ce petit carré de tranquillité où reposent quelques combattants de la liberté, pour rejoindre le chemin qui va nous mener vers la base des Feignes. Et puis je vais vous parler un petit peu des autres événements plus récents qui se sont déroulés ici et qui ont marqué aussi l'histoire de ce secteur des Hauts-de-Vosges. Et oui, je vous parle d'un événement historique. On en rigole maintenant, mais à l'époque c'était beaucoup moins drôle. Derrière moi se trouve le col de Grosse-Pierre. À ma gauche, donc par là-bas, la ville de la Bresse. Devant moi, la base des Feignes. Et puis sur ma droite, la forêt de Noirgoutte. Et dans cette forêt s'est déroulé des événements à la fin de l'année 1977, terrible pour les éleveurs locaux, puisque c'est là que la célèbre bête des Vosges fit ses plus grands ravages dans les troupeaux de brebis et autres bovins du secteur. Alors, cette fameuse histoire de la bête des Vosges, tout commence au printemps 1977. La première attaque, elle se déroule à Domèvre-sur-Dourbion, près d'Épinal. 7 brebis sont massacrées par un animal, on ne sait pas lequel. Bon. À ce moment-là, tout laisse à penser que c'est un chien errant, une bête à semi-l'état sauvage. Mais les attaques se multiplient. Toujours dans le secteur d'Épinal.
Le 19 avril, c'est 60 moutons et brebis qui sont victimes d'une nouvelle attaque. Évidemment, les battues sont organisées, les chasseurs traquent la bête, mais sans résultat. Fin avril, la bête s'attaque à une proie de plus de 100 kg, une génisse. C'est la première fois. Évidemment, l'inquiétude monte. Les battues sont toujours sans résultat. Et il est bientôt fait appel à l'armée et aux tireurs d'élite pour venir appuyer les chasseurs. Malheureusement, toujours pas plus de résultats. De plus, la bête n'est toujours pas identifiée. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'un chien errant, d'un fauve échappé d'un zoo, d'un loup. Évidemment, le mode opératoire de l'attaque ressemble à celui du loup. Mais l'ampleur des massacres ne correspond pas du tout aux habitudes de chasse de cet animal. Alors évidemment, sans savoir exactement de quoi on parle, les rumeurs les plus folles s'emballent. Certains y voient un puma, d'autres des chiens d'attaque dressés pour mettre en cause les chasseurs. Les chasseurs accusent eux-mêmes d'autres personnes. Enfin, la psychose s'installe et on en va même à accuser un industriel allemand qui a fait l'acquisition d'un immense domaine de chasse dans les environs de Remiremont, en lui prêtant la volonté d'avoir dressé des loups des Carpates pour dissuader les chasseurs de venir chasser sur ces terres. Cette affaire ira assez loin puisque la justice va s'en mêler et donc cet industriel passera quelques instants peu agréables avec cette histoire. Au mois de mai, la bête change de secteur. Elle arrive dans la vallée de la Vologne et se dirige vers les Barrues et la commune de Gérardmer. Évidemment, ce déplacement est suivi de nouveaux massacres de troupeaux et les battues sont toujours sans résultat. La bête a été photographiée quand même. Il existe un cliché de l'animal de pas très bonne qualité, mais qui laisse penser quand même qu'il s'agit d'un loup. Le 22 mai 1977, elle fait sa première attaque à la Bresse. Juste après, la période estivale est un peu plus calme, mais les attaques reprennent fin août. La litanie des victimes reprend donc à la fin de l'été. Le 5 octobre, puis le 14 octobre, ce sont les premières attaques en plein jour. Le 5 novembre, une battue avec 400 personnes est organisée, mais toujours sans succès. Le 13 novembre, au col de Grosse-Pierre, le plus gros troupeau de la région, plus de 1000 bêtes, est attaqué. 37 bêtes sont égorgées, une centaine sont égarées dans la montagne, il y a la tempête qui sévit à ce moment-là. Les cadavres de ces pauvres bêtes ne seront retrouvés qu'au dégel du printemps. Et puis, le 15 novembre, pour la première fois, 2 attaques simultanées à 2 endroits différents, séparés d'une dizaine de kilomètres, l'un à Gerbamont, l'autre à Rochesson, puis plus rien. Absolument plus aucune attaque. Il y aura encore 2 battues organisées le 9 janvier 78 et le 3 février 78, sans aucun succès. Au total, cette bête aura fait plus de 300 victimes. Et le mystère reste entier. Alors évidemment, on aime à croire ici que ce mystère n'est peut-être pas si entier pour tout le monde. Bref, les histoires continuent à aller bon train jusqu'en 2001, où cette fois-ci, un autre animal a fait parler de lui, mais il a bien été identifié, c'était le loup. Et il est désormais bien implanté dans les Vosges, dans les Hauts-de-Vosges. Et là, il n'y a pas de doute sur les attaques qui ont lieu depuis cette période. Alors évidemment, cette histoire de la bête des Vosges, beaucoup la connaissent à travers
ce qu'en a dit la presse, puisque une affaire pareille, la presse locale en a fait ses belles feuilles à cette époque, et puis relayée évidemment par la presse nationale, qui ne s'est pas gardé d'écrire cette contrée reculée des Vosges, un petit peu sombre, mystérieuse, cette image qui colle si bien à cette histoire. Et puis les locaux n'oublieront pas la célèbre histoire, enfin épopée de cette bête des Vosges racontée par le conteur local Claude Vanoni, qui lui a donné un aspect un peu plus jovial, rigolo. Et en dépit de ce souvenir un peu humoristique que l'on garde aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était un véritable traumatisme pour les éleveurs et puis également pour les habitants du secteur, effrayés par l'ampleur des massacres qui avaient lieu ici. Voilà pour cette histoire attachée à cet endroit qui garde enfermé au milieu de ces sapins et de ces roches le secret de cette bête des Vosges. Alors, petit point topo, je suis donc à la Truche, à mi-chemin entre le col de Grosse-Pierre et puis la base des Feignes. Donc moi je vais continuer ce chemin par là-bas pour aller vers la base des Feignes. Ensuite, je redescends sur la Bresse, je remonte sur la Roche de Minuit, ensuite le Brabant, et puis on remontera cette crête en face qui est dans la brume et sous l'éclat splendide du soleil pour aller vers le lac des Corbeaux qui est un peu plus vers là-bas, et puis ensuite redescente sur la Bresse. Et voilà le programme de la journée. À 150-200 mètres du chemin, vous avez comme souvent sur les chemins du club vosgien un petit chalet refuge, le chalet de la Truche, qui ma foi est dans un état impeccable, et vous disposez donc de tables, de bancs et puis d'un petit poêle brûle-feuille pour vous réchauffer. C'est une dalle béton, éventuellement en cas de météo difficile ou de situation désespérée entre guillemets, vous pouvez dormir dans ce petit refuge. Vous avez à l'étage une petite échelle de meunier qui mène à une mezzanine où, je ne sais pas si on verra très bien, mais où il est possible d'installer plusieurs matelas. Voilà, bien entendu, ces refuges sont ouverts en permanence. Et pour ceux qui les utilisent, n'oubliez pas un minimum de respect et de politesse en nettoyant vos déchets, en rangeant le chalet, en remettant un peu de bois si vous en avez brûlé, et puis en gardant ces lieux propres et accueillants pour les suivants qui auront besoin de l'utiliser. Voilà.
Je suis dans une petite portion du chemin qui traverse la forêt au lieu-dit le Prétia. Et donc c'est au cœur de cette forêt qu'on sent encore le mystère de la bête rôder autour de nous. Je suis au col de la Base des Feignes et donc je viens du Prétia qui était sur ce chemin là-bas. Le Prétia d'ailleurs qui était le lieu de ralliement des maquisards après l'attaque du col de la Braillotte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, je continue en prenant le chemin balisé Croix Bleue vers la Roche des Chats. Je n'irai pas jusqu'à la Roche des Chats, je bifurquerai avant pour redescendre dans la vallée et puis attaquer l'ascension de la Roche de Minuit qui est en face. Bon là, il y a un petit peu de brume, on voit pas avec le contraste. Voilà, joli point de vue, j'arrive sur le lieu-dit le Couchetat du Haut qui offre une vue toujours aussi magnifique sur la vallée. Au bas là c'est Cornimont qu'on voit. Et puis la Bresse juste en dessous. Là je suis dans la descente vers la Bresse. C'est pas le plus agréable. Le dénivelé est assez fort avec des roches, des pierres, des racines, des feuilles. Heureusement c'est sec, ça glisse pas trop, mais c'est pas le trajet le plus agréable à descendre. Je préfère toujours la montée. C'est moins douloureux pour les genoux. Voilà, la route est traversée. Maintenant je suis sur le versant opposé et c'est l'ascension vers la Roche de Minuit. Ça pique un peu là, c'est raide. Allez, je continue. Je suis dans les derniers mètres avant d'arriver à la Roche de Minuit, au-dessus de la Bresse, donc à l'opposé d'où je me trouvais tout à l'heure. On voit très bien sur l'image, si je zoome, voilà. J'étais en face, je suis descendu au fond de la vallée et remonté sur l'autre versant. Et là donc, on a les ruines d'une ferme. Alors je ne sais pas si celle-là est dans cet état suite à un abandon ou si elle a été brûlée par les Allemands en 1944, parce que la fin du conflit, enfin l'automne et l'hiver 1944 ont été particulièrement durs ici. Les Allemands ont rasé quasiment complètement la
la ville de la Bresse, les combats avec les résistants étaient très durs. Et toutes ces fermes isolées dans la montagne, beaucoup d'entre elles donc, ont servi de cage de refuge pour les maquisards. Évidemment, les troupes de choc allemandes investissaient ces lieux, ces fermes, faisaient prisonniers les habitants et les fermes étaient brûlées, dynamitées, saccagées. Alors, celles qui sont restées, c'est grâce à l'avancée rapide des Américains qui ont poussé les Allemands à décrocher plus vite que prévu, se replier sur l'Alsace et la poche de Colmar, hein, qui a été une bataille célèbre. Voilà, ici il y a un bassin de rétention d'eau qui devait servir pour cette ferme. Voilà, maintenant la quiétude a regagné ses lieux. Allez, on continue sur la roche de Minuit et puis ce sera la pause casse-croûte avec, je pense, un superbe panorama. Bisous. Ça y est, j'arrive sur la roche de Minuit, juste au bout de ce petit chemin là, avec une vue splendide sur le chemin que j'ai parcouru ce matin. Je vais vous montrer ça un petit peu plus haut. La roche de Minuit, donc 952 mètres au-dessus de la Bresse. Et donc ce matin, hop là, l'apparition du doigt qui rentre au flou. Voilà, donc j'ai cheminé de cette façon sur la crête. Tac, 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 tac. Voilà. Jusqu'ici, de là, hop, on descend complètement dans la vallée. On remonte de ce côté, on arrive donc à la roche de Minuit. Et puis, là on voit deux remontes de pente, et juste au creux, c'est le col du Brabant. Et je vais aller en face, là, dans la trouée, tout à l'heure, pour rejoindre le lac des Corbeaux. Voilà, quelques instants magnifiques. Alors je profite aussi de l'occasion pour vous dire que derrière, justement, sur le Brabant, il y a des prairies, des pâturages avec des moutons, des brebis. Et il y a des petits panneaux le long du chemin qui vous informent que des chiens de garde sont avec les troupeaux. Alors je ne sais pas si c'est des patous ou d'autres espèces, je ne les ai pas vus. En tout cas, soyez prudents, ces panneaux rappellent les consignes de sécurité et les bons gestes à adopter quand vous croisez ces chiens. Normalement, vous ne les croisez pas si vous restez bien sur le chemin. Le parc est clôturé, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais s'ils s'approchent de la clôture, restez calme, continuez le chemin, ne menacez pas le chien, ne courez pas, et normalement tout devrait bien se passer. Voilà, allez, maintenant c'est la soupe. C'est bon. Mon Dieu, que je voudrais que vous soyez à ma place. Je vous assure, si vous pouviez avoir ce que moi j'ai, je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur, et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps. Voilà le col du Brabant avec sa petite chapelle. Hop là, ici. Et donc c'est par ce chemin qu'on va rentrer dans la forêt et puis ensuite cheminer tout doucement vers le lac des Corbeaux qui est derrière, voilà. Voilà, les moutons sont ici. Et le patou, il est là. Bon, il m'a rien dit. Il surveille pour voir si je vais pas embêter ces moutons. Mais il a l'air sympa. Allez, je continue.
Je continue mon ascension vers le col Émansuy et la roche du lac des Corbeaux. Et juste en face, là, je faisais un petit point sur la roche de Minuit où j'étais tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc descente au col de Brabant et puis remonter par le petit chemin. Ici on croise une des dernières fermes. Voilà, donc un chemin GR5 ici. C'est pas le plus beau sentier, mais au moins il n'est pas très fatigant. Je suis au col Émansuy et donc je continue vers le lac des Corbeaux. Alors le col Émansuy est un carrefour de plusieurs chemins. Donc vous avez pas mal de choix dans vos itinéraires. Nous sommes à exactement 1055 mètres. Voilà, c'est un peu ici qu'on atteint la cerise sur le gâteau de cette randonnée. Avec cette vue sur le lac des Corbeaux en contrebas. Tout à l'heure, on verra encore mieux, ce sera un petit peu plus dégagé, je vous montrerai. Donc la roche du lac se trouve un petit peu en dessous, avec un panorama aménagé. Mais là, franchement, on en prend plein la vue, c'est magnifique. Et en face, au loin, là au centre de l'écran, c'était donc le départ de ma randonnée ce matin. Comme point de vue, c'est magique, c'est magnifique. Alors, je vais pas filmer la descente parce que c'est très casse-gueule quand même, faut faire attention. Et puis vous avez cette roche du lac des Corbeaux en forme d'amphithéâtre pour admirer. Là, avec les couleurs d'automne, c'est voilà, il n'y a rien à rajouter. Fin octobre, quand le soleil décline, ça se voit à l'écran, qui passe derrière les massifs, la luminosité baisse très vite. Bon là je redescends, je suis sur la fin, je redescends du lac des Corbeaux par le GR 533, donc jusqu'au centre-ville de la Bresse, et puis après il me faudra remonter encore un petit peu le col de Grosse-Pierre à moitié pour arriver au terme de cette randonnée. Donc j'ai encore quelques kilomètres devant moi. Pour la descente du lac des Corbeaux, même si c'est un GR réputé, bon c'est pas le plus beau, le plus bel endroit. Voilà, c'est un sentier à cette heure-ci assez sombre, pas trop difficile pour la descente, donc tout va bien. Et puis je vous retrouve un petit peu plus loin si j'ai l'occasion de filmer, si en ville il n'y a pas trop de trafic. Voilà, allez, je poursuis, à tout à l'heure. Voilà, pour finir, après 25 km, c'est pas ce qui est le plus cool.
Voilà, je n'ai pas tout à fait terminé la randonnée, il me reste quelques centaines de mètres à faire. Mais j'ai trouvé que le petit arrière-plan était sympathique. Alors je profite de ce décor pour vous dire au revoir, pour vous remercier de m'avoir suivi sur cette randonnée. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les caractéristiques, le tracé et tout ça dans la description de cette vidéo. Et puis il me reste à vous souhaiter de bonnes randonnées à vous également, de prendre beaucoup de plaisir dans la nature tout en la respectant, comme je vous le dis toujours. Merci encore pour tous vos commentaires, tous les petits messages que vous me transmettez par ces vidéos. Et puis je vous dis à bientôt sur d'autres chemins. Et toujours avec le sourire. Allez, merci beaucoup, au revoir.